La guerre a beaucoup servi au progrès technique et scientifique. La richesse de l'Occident viendrait de la colonisation. Et vous expliquez que vous, pas du tout. La clé du succès de l'Europe au deuxième millénaire, la clé du miracle européen, comme d'ailleurs elle était aussi la clé du miracle grec 2000 ans plus tôt. Un des secrets de l'Europe, c'est aussi sa géographie. Bonjour David Cossandé. Bonjour Guillaume, Bienvenue sur le podcast Chronique occidentale. merci de votre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler de votre livre qui s'intitule Le secret de l'Occident vers une théorie générale du progrès scientifique. C'est un bouquin qui m'a passionné, que j'ai dévoré. Je suis très heureux de vous avoir sur le podcast. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez expliquer votre parcours ? Alors je suis donc de formation scientifique. Je suis citoyen suisse vivant en Suisse, pour commencer. J'ai fait une formation de physicien, astrophysicien. Et ensuite, comme beaucoup de Suisses, j'ai basculé dans la finance comme activité professionnelle principale, à côté de me préoccuper pour différents sujets plus culturels, on va dire. Comment vous êtes arrivé, après cette formation, à vouloir écrire un livre sur l'essor de l'Occident et du progrès scientifique ? En fait, c'était pas après cette formation, c'était pendant cette formation, pendant ma thèse de physique théorique. Je m'intéresse toujours à beaucoup de sujets, pas seulement à la physique qui était mon sujet de thèse. Et puis, à force de lire différents livres sur différents sujets d'histoire, de religion, d'aspects culturels, histoire politique, économique, etc., tous ces livres qui m'intéressent, j'ai fini par me dire, mais tiens, il y a peut-être là, dans cette direction, une explication pour le parcours si exceptionnel de l'Europe occidentale sur ces derniers siècles, tout le succès scientifique de notre région. Je me suis dit, oui, c'est clair, ça doit être ça, oui, oui, parce qu'une fois que toutes les pièces du puzzle se mettent en place, tout paraît complètement évident. Je me suis dit, ça doit donc déjà avoir été trouvé. Il faut le trouver quelque part. Alors j'ai cherché des livres, dans des livres comme Fernand Braudel, bien sûr, d'autres grands spécialistes, Landes, etc., d'autres grands spécialistes du sujet. Mais il n'y avait jamais cette vision d'ensemble. Il y avait toujours des aspects particuliers qui confirmaient l'analyse que j'avais faite, mais jamais la vision d'ensemble. Je me suis dit, bon, ben, il faudra que je le fasse moi-même. Ça va être l'affaire de 6 mois, n'est-ce pas? Et puis en fait, j'ai eu besoin de 4 à 5 ans pour boucler la rédaction de ce livre, puisque c'était de ma faute. C'était un sujet très vaste. Il faut quand même couvrir, mine de rien, plusieurs milliers d'années de l'histoire des civilisations, en donnant quelques exemples, quelques dates, quelques noms, pour que les choses soient crédibles. Si on ne peut pas juste énoncer une théorie abstraite et puis s'arrêter là. Donc il a quand même fallu bien 4 ou 5 ans pour y arriver. Et c'était en parallèle avec ma thèse. Ça continue un tout petit peu après ma thèse, mais essentiellement en parallèle. Un peu comme si j'avais fait 2 thèses. Et donc justement, vous, dans ce livre, vous essayez de comprendre pourquoi le progrès, la science moderne, la révolution industrielle, est apparue en Europe de l'Ouest et pas ailleurs. Et donc pour cela, vous développez plusieurs arguments, une théorie complète. Pour commencer, quelles sont les bases de cette théorie qui donnent les premières explications ? Oui, c'est ça, justement, là, j'affirme avoir trouvé une bonne explication pour ce sensationnel succès de l'Europe occidentale et pour la révolution industrielle en particulier, qui était inventée et développée par l'Europe occidentale. C'est un sujet absolument gigantesque puisque vous touchez tous les aspects, la religion, la psychologie, la culture, la géographie, l'économie, le social, tout ce que vous voulez, les théories sociales, théories économiques, les sciences, les sciences elles-mêmes, bien sûr, vous les touchez. Et là, il faut un peu comprendre les techniques aussi. Et donc, je suis assez content d'être arrivé à synthétiser, à extraire une théorie assez simple finalement, à partir de tous ces millions d'éléments, une théorie qui fait appel à seulement 2 facteurs principaux, un facteur économique, un facteur politique, 2 groupes de facteurs, un groupe de facteurs économiques, un groupe de facteurs politiques. Chaque fois que vous avez ces facteurs, vous avez du progrès scientifique, et quand vous les avez pas, et technique,
Et quand vous les avez pas, il n'y a pas ou beaucoup moins de progrès scientifique, voire un recul, hein, voire une régression. Et je me suis aperçu, alors que j'étais parti de l'histoire européenne au départ, hein, je m'intéressais à expliquer l'histoire européenne, je me suis aperçu que ça collait aussi parfaitement pour les autres régions du monde, les autres civilisations. On pouvait vraiment montrer que chaque fois qu'il y avait ces deux facteurs, il y avait des progrès marquants, D'accord. hein, en Inde, en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique centrale, etc. Et quand il n'y avait pas ces deux facteurs, eh bien, vous observiez des situations d'obscurantisme ou de régression, etc. Donc c'était, et même pour l'histoire européenne, finalement, on pouvait remonter plus haut que la révolution industrielle et scientifique. En fait, on pouvait remonter jusqu'aux Grecs et expliquer les phases de stagnation. Il y a eu des très longues phases de stagnation. En Europe occidentale, hein, vous avez eu à peu près un bon millier d'années de stagnation. C'est quand même long, hein, si on veut bien y réfléchir, hein. Le premier millénaire. Le premier millénaire, grosso modo, hein, après Jésus-Christ. Et donc, on arrive à expliquer pourquoi il y a eu stagnation, pourquoi il y a eu grand progrès. Encore avant, le miracle grec aussi, ça colle très bien. D'accord. Tout à coup, je me suis dit, mais c'est magnifique. Le seul ennui, c'est que ça augmentait le volume du livre, mais il fallait le dire, hein. Et donc, quels sont ces deux facteurs qui, combinés, permettent de créer du progrès scientifique? Alors, c'est deux groupes de facteurs, hein. Il y a un groupe de facteurs politiques, un groupe de facteurs économiques qui doivent être là, hein. C'est les conditions nécessaires et suffisantes pour le progrès, pour qu'il y ait du progrès technique et scientifique. D'une part, c'est l'essor économique. Il faut qu'il y ait un bon niveau de richesse, une bonne croissance de l'économie et du commerce, hein. Ça, c'est la partie économique. Et la partie politique, c'est un peu plus contre-intuitif, hein, parce que tout le monde s'imagine bien que s'il y a de l'argent, c'est mieux que s'il n'y en a pas. Pour faire de la science et innover, il Pour faut de faire l'argent. de la recherche, ça coûte cher, hein. Ouais. Même dans l'Antiquité, hein, par rapport aux moyens de l'époque, ça coûtait cher. Par contre, l'autre facteur, l'autre groupe de facteurs politiques, hein, est un peu moins intuitif. C'est ce que j'ai appelé la division politique stable, qu'on pourrait appeler le polycentrisme stable aussi. Il faut avoir plusieurs centres politiques de longue durée, c'est-à-dire dont les frontières ne bougent pas trop et qui existent pendant au moins un siècle, on va dire. Bon, surtout dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Maintenant, les choses vont plus vite, mais typiquement, aux époques anciennes, on pouvait parler de stabilité à partir de 100, 200 ans qu'un État existait. Donc il faut plusieurs États stables et en compétition D'accord. ça c'est la deuxième condition pour que les techniques et les sciences puissent avancer. Et ça c'est un tout petit peu moins intuitif. Donc, si je résume, des États en compétition pendant une longue période, ces États étant prospères, et donc c'est les conditions parfaites pour faire des avancées scientifiques fortes. C'est- Voilà, c'est ça. Dès que vous avez ces deux groupes de paramètres qui sont réunis, typiquement, vous prenez la Grèce, la période du miracle grec, c'est un bon exemple. Vous aviez des cités-États D'accord? très durables, très stables, qui étaient en conflit, en compétition permanente pendant des siècles, et vous avez le feu d'artifice, hein, de sciences, de techniques et même de De culture, hein, philosophie. de philosophie et tout, qui s'est produit et qui s'est arrêté quand ces conditions n'ont plus été réunies. Et il y avait aussi un essor commercial, hein, un commerce. Ils avaient des flottes, des bateaux, des marchands qui sillonnaient la Méditerranée. Donc vous aviez le commerce et l'économie qui allaient bien, la division politique stable et donc le miracle grec. Ou bien on observe ça aussi même en Amérique centrale, hein, l'époque où les Mayas ont fait des progrès en mathématiques et en astronomie. Ils étaient divisés en plusieurs cités-États D'accord. de longue durée, hein, qui ont duré des siècles. Là où maintenant il y a surtout de la jungle, à l'époque il y avait des cités-États avec ces fameuses pyramides, hein. Pareil, hein, si vous prenez la Chine par exemple, les phases où elle était divisée en plusieurs royaumes riches et prospères et en même temps solides, hein, qui duraient assez longtemps, au moins 1 ou 2 siècles, hein, ben, c'est les périodes où la Chine a produit tous les grands progrès qu'on connaît. La poudre, par La exemple. poudre, exactement, la boussole, toutes aussi les grandes philosophies et théories religieuses sur l'espace infini, les planètes et les étoiles flottant dans l'espace, la Terre ronde, toutes ces théories ont été produites
dans ces périodes hein, favorables. Donc la Chine n'était pas unifiée à l'époque, dans ces Voilà, elle époques. était répartie en plusieurs royaumes, 4 ou 5 parfois, jusqu'à 2. Il faut au moins 2, hein, 2 entités pour avoir compétition. Et puis, il faut dire aussi, pour être complet, hein, que cette théorie s'applique aussi à notre époque. Sauf que la Chine, pour faire des progrès scientifiques, n'a plus besoin d'être divisée à notre époque, puisque maintenant, le monde entier est un système, hein. Donc, la Chine unifiée peut très bien avoir le stimuli de la compétition et la croissance économique comme elle l'a maintenant précisément, hein. Elle a une grande croissance économique. Elle a une compétition intense avec l'Inde pour l'influence en Asie et avec les États-Unis pour une espèce de concurrence mondiale, hein, pour devenir la première grande puissance. Et les résultats, comme d'habitude, comme toujours, hein, comme depuis des milliers d'années, sont éblouissants. Vous avez une avancée de la science en Chine extraordinaire. Ils ont maintenant les plus grands radiotélescopes, les plus grands télescopes gamma, etc. Ils ont des satellites qui sont aussi bons que les satellites américains pour faire de l'astronomie, pour ne parler que du sujet qui me plaît particulièrement, l'astronomie, mais c'est pareil dans les autres domaines. La biochimie, etc. Et la médecine. C'est très impressionnant. Vous avez les mêmes mécanismes qui s'appliquent aussi à notre époque, à la différence près qu'on ne peut plus juste prendre la Chine comme si c'était un système isolé. Vous devez maintenant prendre le monde entier comme système. Et comme c'est le cas en Chine maintenant, vous avez la prospérité, vous avez la division stable, c'est-à-dire plusieurs puissances en compétition. États-Unis, Chine, Inde. Voilà, Inde, Europe de l'Ouest, Russie, etc., Japon. Et donc, les résultats sont là. Donc le carburant de ces avancées scientifiques chinoises, c'est la compétition avec les États-Unis. Exactement. Ouais. Et l'Inde, hein. Vous parlez aussi, justement, cette théorie hein, s'applique très bien à l'Europe du second millénaire. Justement, on a la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, des grands royaumes en compétition pendant plusieurs siècles, donc qui chacun veulent faire avancer la science pour arriver à une certaine suprématie. Et vous expliquez aussi que un des secrets de l'Europe, c'est aussi sa géographie, dans le sens où cette géographie a encore plus favorisé cette compétition et ce développement économique. Et vous utilisez un terme, vous appelez ça la thalassographie articulée. Bon, ça, c'est un peu barbare, mais est-ce que vous pouvez expliquer ce terme de thalassographie articulée qui est vraiment au cœur de votre théorie? Oui, c'est exactement ça. On aurait pu utiliser le terme lithorographie, par exemple. Il y avait plusieurs possibilités. J'ai choisi thalassographie articulée pour décrire la configuration géographique de l'Europe de l'Ouest principalement. Donc, thalassa, la mer. Thalassa, la mer, graphie, le dessin. Donc le dessin de la mer est en fait la clé du succès de l'Europe au deuxième millénaire, la clé du miracle européen. Comme d'ailleurs, elle était aussi la clé du miracle grec 2000 ans plus tôt. Qu'est-ce que c'est la thalassographie articulée? C'est simplement le fait que l'Europe a un profil littoral extrêmement complexe et enchevêtré. Vous avez des péninsules, des mers intérieures, des îles, des détroits. Et pourquoi ça fait une différence? Eh bien, ça fait une énorme différence. Ça favorise l'essor économique et ça favorise la division politique stable, les deux paramètres clés. Et pourquoi ça favorise l'essor économique et la division stable? Eh bien, parce que le transport maritime est bien meilleur, bien plus avantageux pour les marchands que le transport par terre. Encore à notre époque, tout le pétrole du monde se transporte par bateau. Dès qu'on peut arriver avec un pipeline au bord de la mer, on y va. On va toujours à l'endroit où la mer est la plus proche. Le blé, le charbon, le pétrole, tous les produits de gros, hein, ceux qui sont vraiment la colonne vertébrale de l'économie. Vous voulez dire, l'eau apporte moins de résistance à la force d'un bateau. Et voilà. Donc, c'est-à-dire c'est plus facile et c'est plus compétitif, toujours plus compétitif de transporter par eau que sur terre. Voilà, pour des raisons de physique, hein, vous pouvez avoir des beaucoup plus gros volumes avec un bateau qu'avec le train, même aujourd'hui à notre époque qu'avec le train ou les camions, hein, mais encore plus pendant l'Antiquité et au Moyen-Âge. Où les routes d'ailleurs étaient très peu oui. sécurisées, donc le fait d'avoir un accès à une mer ou à un grand fleuve, ça va faciliter le commerce.
c'est Et ça? exactement, les fleuves facilitaient aussi, mais la mer alors encore plus. Vous aviez des volumes et une rapidité de transport aussi bien plus grande au Moyen Âge et dans l'Antiquité. Vous pouviez faire 200 kilomètres par jour, hein, distance extraordinaire, par rapport aux charrois tirés par des bœufs. Ouais, Et puis, vous aviez donc des volumes plus grands, hein, une vitesse plus grande et beaucoup moins d'énergie pour faire avancer la cargaison et la liberté. C'est beaucoup plus difficile de bloquer le passage des bateaux que de bloquer le passage des marchands qui roulent avec des chars sur terre. En cas de conflit entre pays, etc., vous pouvez continuer à faire du commerce si c'est par mer, alors que les frontières peuvent être éventuellement bloquées. Donc la mer, c'est la liberté. La mer, c'est d'accord. la richesse, hein, comme disait Fernand Braudel. Donc avec cette thalassographie articulée qu'il y a en Europe de l'Ouest, vous avez un accès à peu près partout facile à la mer. Il n'y a jamais un seul point du territoire de l'Europe de l'Ouest qui soit vraiment très loin de la mer, à la différence de l'Asie centrale, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Vous avez presque tous les points qui sont à 200-300 km de la mer ou plus. Et donc, vous avez un développement économique a priori qui est plus facile puisque vous D'accord. pouvez faire beaucoup plus de transports et beaucoup plus de gens qui vivent au bord de la mer, hein. Vous pouvez faire beaucoup plus de transport. Ça, c'est pour le développement économique, hein, qui est favorisé. Donc, le commerce est favorisé. Et donc, si le commerce est favorisé, forcément toute l'économie aussi, hein, puisque quand vous produisez, vous devez vendre, il faut donc transporter. Donc, voilà pourquoi la thalassographie articulée favorise le commerce et donc l'économie. Mais elle favorise aussi la division stable, tout simplement parce que les guerres par mer peuvent se faire, mais sont plus difficiles. Attaquer et envahir un autre pays, c'est beaucoup plus difficile s'il faut y aller en bateau. Voilà pourquoi le Japon, l'Angleterre ont été assez peu envahis. Ils ont été envahis, mais assez peu en cours de l'histoire. C'est toujours beaucoup plus difficile Ouais. pour l'ennemi de rassembler suffisamment de bateaux et de provisions, etc., pour embarquer une armée assez grande. Donc la mer vous protège, pour simplifier, elle protège contre les attaques à grande échelle. Et donc, plus vous avez de frontières maritimes, plus vous êtes solide comme État a priori, toutes choses égales par ailleurs, Mm. puisqu'on peut vous attaquer sur moins de fronts, hein. L'Espagne ne peut être envahie que depuis les Pyrénées. La France a déjà un petit peu plus de frontières terrestres, mais quand même beaucoup moins que s'il était au milieu d'une immense surface, comme si c'était au centre de l'Asie, par exemple. L'Angleterre est entièrement entourée de mer, enfin la Grande-Bretagne est entièrement entourée de mer. La Suède est bien délimitée par la mer, aussi la Norvège, le Danemark. Et donc ça, le- si je comprends, ça permet, ça évite d'unifier l'Europe. Enfin, c'est très dur d'unifier militairement l'Europe, puisqu'il faut conquérir des îles, des péninsules. Enfin, c'est très compliqué. Et donc, ce schéma a permis justement d'avoir ces grands États stables et pas un seul empire. Et ça a permis de faire perdurer la compétition pendant plusieurs siècles, c'est ça? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Il y avait quand même des guerres, mais elles se faisaient sur des interfaces plus courtes, plus réduites. Les frontières terrestres étaient plus réduites entre tous ces pays d'Europe, de l'Ouest, que s'il y avait eu une immense surface sans limite terrestre. Et donc ces États étaient moins menacés, moins secoués, ils avaient moins de zones à protéger qui étaient en danger, et donc ils ont pu tenir plus longtemps. Mais ils avaient quand même des frontières terrestres, ce qui est quand même important. Un pur archipel avec seulement des îles aurait été moins puissant pour soutenir la compétition, puisque, il faut bien le dire, hein, même si c'est très triste, hein, on préférait tous vivre dans un monde très différent, mais la guerre est quand même un vecteur de soutien au progrès technologique. Et donc un peu de guerre, hein, du sein du strict point de vue du progrès technologique et scientifique, était bénéfique, même si nous regrettons tous, hein, que ce soit le cas. Nous souhaiterions tous vivre dans un monde où la guerre ne soit pas un vecteur de progrès technologique et scientifique, mais où on s'intéresse purement à la connaissance pour l'amour de la connaissance, on est bien d'accord. Pas seulement pour la recherche de la puissance. On préférerait tous un monde comme ça. Et justement, donc, si on résume, un des secrets de l'Europe, c'est son littoral extrêmement haché, ses péninsules très découpées, qui est unique dans le monde par rapport aux autres masses terrestres, comme en Asie, où il n'y a pas vraiment il y a beaucoup moins de péninsules, beaucoup moins de fleuves qui rentrent. Et donc ça crée. Et donc un des secrets de l'Europe, c'est aussi cette géographie très particulière
qui a permis une partie de son décollage. Exactement, mais il faut le dire en expliquant précisément pourquoi et comment. C'est-à-dire, comme j'ai dit, Ouais. ça aide à la protection des États et donc à ce qu'ils soient plus durables, à la protection contre trop de guerres tout le temps de tous les côtés, et ça aide au commerce. Il n'y a pas d'influence magique, comme par exemple certains géographes allemands du 19e siècle avaient commencé un peu à imaginer en fantasmant à voix haute. Ils imaginaient qu'il y avait une espèce d'influence magique de la forme des continents sur leur destin. C'était une espèce de vision un peu ésotérique, une vision un petit peu comme ça, métaphysique, qui n'était pas bonne, puisqu'elle n'était pas basée sur une Mm. analyse sérieuse, alors que je prétends me différencier donc de ces analyses de ces géographes allemands. Il s'agit vraiment il y a un lien de causalité qu'on peut montrer. On peut montrer, par exemple, à l'époque actuelle, on a même une opportunité bien triste, mais une opportunité quand même de mesurer la différence pour le même pays, s'il y a la mer ou s'il n'y a pas la mer. C'est très difficile parce que la mer ne s'en va pas comme ça, heureusement. Mais ça s'est produit dans le cas de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine il y a 2, 3 ans. À un moment donné, les ports ukrainiens ont été bloqués. Il y a eu un blocus et la production ukrainienne agricole a dû être écoulée par terre, donc par autoroute et par voie ferrée, Mm. ce qui, même à notre époque, où il y a la voie ferrée et les autoroutes, était une catastrophe pour les producteurs agricoles ukrainiens. Et ensuite, la mer est revenue en quelque sorte, puisque le blocus a été levé. Et la situation s'est améliorée Ouais. d'un mois à l'autre. Donc s'il y a la mer ou s'il n'y a pas la mer, ça fait une différence énorme. C'est des ordres de grandeur entre 100 000 tonnes pour un bateau et quelques milliers, même pour un train Ah complet. oui, 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 Ouais. vous avez des frais qui sont différents d'un facteur 10, voire plus Mm. encore. Et ceci nous amène justement à faire un petit commentaire à propos de l'Europe orientale, hein. Parce que j'ai bien fait attention de parler de l'Europe occidentale, hein. Le miracle scientifique, c'est l'Europe occidentale et pas l'Europe orientale. Pourquoi justement? Alors que pour les gens qui s'intéressent aux facteurs culturels, religieux, eh bien c'est pareil à peu près, hein. L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, c'est chrétien, etc. Vous avez une très bonne explication avec cette dimension géographique, puisque l'Europe de l'Est ne bénéficie pas du tout d'une thalassographie articulée. L'Europe de l'Est, c'est des immenses surfaces avec peu d'accès à la mer. Hein, l'Ukraine, la Russie, toute l'Europe centrale Ouais, sont beaucoup moins privilégiées que la France, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, l'Angleterre, la Suède, sont beaucoup moins privilégiées. Et donc, vous avez une tendance chronique à la pauvreté, à l'arriération économique, puisque les marchands ne peuvent pas prospérer. Autant qu'en Europe de l'Ouest, traditionnellement, maintenant ça s'améliore un peu grâce aux autoroutes et aux voies ferrées, mais pendant très longtemps, c'était synonyme de misère et de pauvreté. La Roumanie, l'Ukraine, la Russie, la Pologne, c'était des symboles de misère par rapport à l'Europe de l'Ouest. Et c'était pour cette raison. Il y a trop peu d'accès à la mer et il y a des frontières beaucoup trop peu stables, puisqu'il n'y a pas assez de frontières maritimes. Donc vous avez les frontières qui bougent, les empires qui s'étalent et puis ouais. qui éclatent, et après d'autres empires qui les remplacent. Il y a une valse des empires qui est évidemment une catastrophe pour le développement culturel et technique et scientifique, puisque toutes les structures sont constamment remises à zéro, bouleversées, etc. Donc vous avez cette instabilité de la division, parfois l'unification totale, ou bien le faible développement du commerce et donc de l'économie. D'accord. Je reviens aussi sur vous insister sur l'importance de l'université. Aujourd'hui, l'université, c'est quelque chose qui va de soi, mais c'est une institution qui a dû être inventée, qui n'est pas tombée du ciel. Et vous expliquez que, je vous cite, l'université fut le moteur de la libération de la raison en Occident. Et voilà, il a fallu inventer cette institution. Est-ce que vous pouvez expliquer comment cette institution, et pourquoi elle fut décisive dans l'essor de l'Occident? Et oui, puisque on est trop gâté à notre époque, on se rend plus compte qu'une institution comme l'université, c'est vital pour déjà la transmission du savoir, bien souvent pour le développement du savoir, hein. Il y a bien des gens qui travaillent en université qui réussissent à être créatifs, pas toujours non plus, il ne faut pas être faire trop d'illusions, mais il y a quand même des développements qui ont pu se faire dans les universités. Il y a une transmission du savoir de génération en génération et une diffusion du savoir tout particulièrement
auprès des étudiants. Autrement dit, l'université, le gardien du savoir. Et si le savoir n'a pas de gardien, il peut disparaître, hein. On a vu ceci dans certaines phases défavorables de l'histoire de la Chine, et même dans le cas de l'Europe occidentale, avant le 11e, 12e siècle, il n'y avait pas d'université et il y avait les monastères, hein, qui étaient dépositaires du savoir, mais ce n'était pas comparable. Ils étaient des purs dépositaires. Ils ne se sont pas donné la peine de développer, améliorer, creuser et améliorer la connaissance. Ils étaient vraiment des purs trésoriers du savoir, ce qui est déjà bien, hein, c'est pas une critique, hein. Mais l'université avait l'avantage qu'elle a favorisé les débats, les recherches, l'enseignement aussi à grande échelle aux étudiants. Donc l'université, il faut le dire, c'est vraiment un élément sans lequel on n'imagine pas que la science ait pu vraiment progresser comme elle l'a fait en Europe occidentale pendant tout le deuxième millénaire. Et alors, l'université, ce qui est très frappant, c'est que on voit bien, on peut montrer, hein, comme je le fais dans le livre, qu'elle a pu se développer que grâce à l'existence de ces deux groupes de facteurs, hein, politiques et économiques. On peut très bien le montrer, hein. La toute première université européenne, c'était Bologne. Elle a En commencé Italie. en Italie. Elle a commencé lorsque l'Italie commençait à redémarrer économiquement, lorsque le commerce et les marchands commençaient à former une vraie classe, Donc on est au XIIe siècle. au Oh, 11e et au 11e. 12e, Ouais. la fin du 11e et le 12e. Les marchands, qui étaient donc des étudiants qui payaient pour leurs cours, puisqu'ils étaient déjà adultes quand ils suivaient des cours, ils voulaient se perfectionner dans le droit, pour les contrats, etc. Et donc ils payaient, et donc ça créait un marché pour les professeurs, et donc une récompense pour les meilleurs professeurs qui avaient plus d'étudiants, donc qui gagnaient mieux leur vie, un très bon système. Les universités étaient privées au début, et puis vous avez donc l'enrichissement de l'Italie qui a permis à l'université de Bologne d'apparaître, et vous avez la rivalité entre les principautés qui se partageaient l'Italie à l'époque, puisque parfois les autorités de Bologne se sont disputées avec leurs professeurs, hein, qui étaient parfois insolents, ma foi, ou qui parfois avaient des idées bizarres et saugrenues, hein, etc. Donc chaque fois, l'université déménageait vers une principauté voisine qui les accueillait à bras ouverts, qui parfois même venait les chercher avant qu'ils soient partis, puisque les autres villes étaient jalouses du prestige de Bologne et voulaient aussi bénéficier de la manne que représentaient tous ces étudiants quand même relativement fortunés, hein, des marchands qui devaient donc séjourner dans la ville où l'université se tenait. Donc c'était un milieu idéal pour le développement de la pensée, puisque les meilleurs enseignants, on parle du droit, hein, mais après il y a eu la médecine et après il y a eu encore d'autres facultés. Les meilleurs profs étaient récompensés en ayant le plus d'étudiants qui payaient le plus. D'accord. Vous avez la liberté, puisqu'il y avait plusieurs principautés qui se disputaient, les savants. Il y a eu Padoue, au bout d'un moment, qui a été créé par cette ville dans le but de concurrencer Bologne, ainsi que d'autres villes d'Italie qui ont aussi commencé leurs propres universités en attirant d'abord des profs de Bologne. Donc c'est un milieu évidemment très bénéfique. Les savants sont récompensés s'ils sont bons. Et la liberté règne, puisqu'un prof qui est un petit peu énervé pour un point de vue un peu original, donc il y a des chances d'être quelqu'un de créatif, donc d'intéressant pour le progrès des sciences, qui doit fuir cette ville parce qu'il s'est fait mal voir, sera forcément accueilli dans une de ces autres villes qui attendaient simplement d'avoir enfin des profs de Bologne pour pouvoir l'accueillir et le choyer. L'autre ville, on peut s'imaginer qu'elle sera un peu plus arrangeante avec ces déviances théologiques peut-être gênantes là, de ce prof. Donc vous avez un milieu qui favorise vraiment la créativité et la pensée, dans certaines limites bien sûr, hein. On est toujours aussi obligé un peu de simplifier pour démontrer le propos. C'est pas non plus qu'on pouvait dire n'importe quoi, mais c'était clairement un milieu bénéfique, bien plus bénéfique que s'il y avait eu un seul empire, comme c'était le cas en Italie à l'époque de l'Empire romain, par exemple, où là, on a eu beaucoup moins
de fécondité intellectuelle. Donc c'était les cités italiennes en compétition À qui la favorisent Renaissance, à la Renaissance. Ouais. dans le bas Moyen Âge et à la Ouais. Renaissance. Et, L'Italie était partagée entre plusieurs cités en concurrence, et il y avait aussi le pape en concurrence contre l'empereur germanique, ouais. et les cités entre deux pouvaient, littéralement géographiquement, entre Rome et l'Allemagne, pouvaient louvoyer en fonction des, Ouais, des circonstances, effectivement. ce qui créait un espace de liberté aussi pour les savants. Et justement, vous incitez sur l'importance des marchands dans l'histoire de l'Europe, hein, surtout dans l'Europe médiévale, et que ces marchands et le développement de cette classe marchande a vraiment favorisé le progrès scientifique, hein, dans l'Europe médiévale et jusqu'à la révolution industrielle. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et comment ces marchands ont développé la science, même sans le vouloir? Vous avez très précisément décrit, hein, les marchands ont aidé sans vouloir nécessairement, et d'ailleurs pas tous les marchands. On doit toujours faire des simplifications pour arriver, hein, à expliquer la théorie qu'on défend. Certains marchands étaient certainement obscurantistes et hostiles à toutes nouvelles idées à titre personnel, mais sur l'ensemble, la classe marchande était incontestablement un facteur positif pour la science. Et donc plus l'économie marchait bien, plus les marchands avaient donc de poids et de pouvoir dans la société, ce qui était donc bénéfique pour la science. Et pourquoi est-ce que les marchands étaient tellement bénéfiques pour les sciences et surtout pour les nouvelles idées, pour l'avance des sciences et des techniques? Il y a toute une série de dimensions selon lesquelles, en fonction desquelles justement les marchands avaient un rôle, et encore, hein, un rôle bénéfique vis-à-vis des sciences. D'abord, vous avez leur tournure d'esprit. Les marchands, particulièrement au Moyen Âge, quand on affectionnait les poésies lyriques, les récits religieux, Pi, etc., qui pouvaient citer des chiffres juste parce que ça faisait joli. Un grand chiffre était plus impressionnant qu'un petit. Les marchands, ils utilisent les chiffres sérieusement. Pour eux, c'est pas pareil si c'est 3 mètres de tissu ou 10 mètres de tissu. Il faut vraiment se tenir aux chiffres. Les marchands, ils mesuraient les distances parce que pour leur voyage, ils devaient savoir combien de temps durait un voyage. Les marchands devaient mesurer les volumes pour savoir combien de laine on pouvait mettre, combien de blé on pouvait mettre dans un bateau, dans un char. Il y a un désir de mesurer les quantités chez les marchands, donc un amour du chiffre. Vous avez aussi un esprit beaucoup plus rationnel et précis par rapport au temps. De nouveau, le temps, si on est oisif, si on est un noble, qu'on a le temps de se prélasser dans son parc et son château, a priori, c'est pas important si on a fait 1 heure ou 1 heure et demie de promenade. Mais pour un marchand, c'est différent. Si on a fait 1 heure ou 1 heure et demie pour fabriquer une certaine pièce de tissu, ça représente un coût différent. Donc il faut compter le temps. Donc ce sont les marchands qui ont poussé et obtenu qu'on invente des machines qui ont commencé à trôner au centre de chacune des grandes villes marchandes, hein, dans les Flandres, en Italie du Nord, l'horloge mécanique, hein, Oui. du centre du village, sur laquelle on pouvait mesurer assez précisément les heures et donc savoir combien coûtait la fabrication des tissus, des pièces en bois, etc. Combien de temps duraient les voyages. Et donc, il y a un amour du temps. Le temps, c'est de l'argent, hein. Il y a un amour du temps, un amour du chiffre, un amour de la mesure, de l'espace, des volumes. Et puis, donc, une mentalité un peu proto-scientifique, une mentalité rationnelle. Et aussi, il y a une volonté de la part du marchand de se salir les mains, d'aller dans les ateliers, de toucher la matière, la laine, etc., vérifier la qualité. Il n'y a pas une espèce de réticence devant l'activité manuelle comme on peut avoir un petit peu parfois dans certains cas dans l'aristocratie ou chez dans certaines parties des clercs. Vous avez aucune gêne devant le travail manuel tout en étant aussi intellectuel. Il y a la jonction entre le travail manuel et le travail intellectuel, puisque si vous voyez comment se fabriquent vos tissus, si vous voyez comment ils se transportent, vous avez plus de chances de réussir en affaires. Donc il y a la jonction entre le travail manuel et intellectuel qui est si indispensable pour la recherche scientifique. Donc vous avez des gens pour qui le chiffre devenait vraiment un chiffre, pas seulement une allégorie, et pour qui le travail manuel allié au travail intellectuel était tout à fait normal. Donc c'est une mentalité qui favorisait clairement le travail des savants, puisque c'est ça le travail des savants. Il faut mesurer, il faut compter, il faut faire du manuel, il y a des expérimentations à faire, des mesures, il faut rester en contact avec la vraie nature, pas juste faire des Ouais. théories et en même temps faire des calculs après. Donc il y a une espèce
compréhension donc, qui était donc plus facile à obtenir pour les savants de la part de la classe marchande, comparée à d'autres classes sociales qui ont pu avoir le pouvoir à certaines autres périodes ou dans certaines autres villes. Et finalement, vous avez des raisons politiques, on peut dire. La classe marchande, quand elle domine, parce que l'économie va tellement bien qu'elle prend petit à petit le pouvoir par la force des choses, la classe marchande appuie son pouvoir sur le pragmatisme, la bonne marche des affaires, et c'est tout. Si vous bouleversez la conception de l'univers, vous dites que l'univers est en expansion, ah bon, ça ne les gêne pas, ça ne menace pas leur pouvoir. Si vous dites que la Terre est ronde ou qu'elle est plate ou qu'elle est carrée, pourvu que, enfin, ça ne perturbe pas la bonne marche de leurs affaires. Et au contraire, mieux avoir des meilleures techniques et des meilleures connaissances mathématiques, ça peut même leur servir. Au contraire, Vous voulez les dire que marchands. par rapport au clergé, là où s'il y a une remise en cause de certaines théories religieuses, ça remet en cause leur pouvoir. Là où le marchand est tout à fait Exactement, pragmatique, hein, exactement. Le il va clergé, accepter l'innovation. le clergé appuie typiquement, pas seulement dans le christianisme, dans beaucoup de religions. Le clergé, les prêtres appuient leur pouvoir sur des textes austères et augustes et très anciens. Et si on menace ces textes, si on remet en cause le contenu de ces textes, ils réagissent méchamment parce qu'on remet en cause leur pouvoir. C'est compréhensible, hein. Mais c'est mauvais pour le progrès de la science. Donc si vous avez des marchands au pouvoir, c'est beaucoup plus facile pour les savants, puisque eux, ça leur est égal que la Terre soit ronde ou carrée et que l'univers soit en expansion ou bien pas. Et au contraire, parfois, les découvertes techniques et scientifiques peuvent leur rapporter directement. Vous avez un meilleur moyen de calculer, de trouver des solutions aux équations du deuxième, troisième, quatrième degré, ça les intéresse. Ça leur permet de calculer les intérêts composés. Vous avez la théorie des probabilités qu'on a pu mettre, qu'on a d'ailleurs développée en partie pour les assurances et qui servent aux assurances. Pour euh, assurer les bateaux qui pour assurer partaient. les bateaux qui Ouais. partaient, exactement. Donc, vous avez une amitié des marchands pour les mathématiques, pour la physique aussi, la mesure des volumes et des poids, hein, typiquement. Et en fait, toutes les nouvelles découvertes, les nouveaux procédés, en chimie et en médecine, évidemment, peuvent enrichir une classe entrepreneuriale et marchande. Autrement dit, a priori, les découvertes sont vues favorablement par les entrepreneurs et les marchands et les banquiers, alors qu'a priori, elles ne sont pas toujours bienvenues pour une autre classe sociale qui appuierait son pouvoir sur des livres sacrés ou sur une tradition ancestrale qui ne doit pas bouger, surtout pas, hein, parce que ça remettrait en cause leur Mm. position. Les marchands, au contraire, sont extrêmement souples et pragmatiques, et donc leur domination sur la société qui peut arriver d'autant mieux que l'économie va bien, est donc très bénéfique pour la science. On voit très bien ça en Italie. Pendant la grande phase de grands progrès au bas Moyen Âge et à la Renaissance, il y avait une économie florissante en Italie. Il y a eu un ralentissement de l'économie au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, quand c'est la France, l'Espagne, la Hollande et l'Angleterre qui ont pris le dessus dans le commerce et l'économie. Et donc, les marchands sont devenus moins puissants dans les villes italiennes, et la science a commencé à ralentir en Italie. Et ça a redémarré au XIXe, mais surtout au XXe siècle. Là, l'Italie est de nouveau très, très, très dynamique économiquement. Et donc, c'est flagrant. Quand les marchands sont puissants, là, a priori, là, ils apportent, même sans être à titre personnel convaincus que la science doit avancer, ils apportent par leurs intérêts, par leur type de pouvoir et par leur tournure d'esprit, ils apportent une protection aux chercheurs. Et donc, science et développement de la puissance des marchands en Europe ont avancé tous les deux ensemble pour développer et arriver jusqu'à la révolution industrielle euh, au XVIIe siècle. Exactement. Comme il y a eu une assez longue phase de division politique stable, hein, qui a commencé vers le XIe, XIIe siècle environ, ça s'est fait lentement, le chaos des fluctuations de frontières terribles qu'il y a eu au haut Moyen Âge et à la fin de l'Empire romain, c'est terminé, des États se sont cristallisés, l'économie a redémarré, le commerce aussi petit à petit, et tout ça a continué de plus en plus fort, de mieux en mieux, jusqu'à la révolution scientifique, hein, de 1500 à 1700, et ensuite la révolution industrielle, hein, 18e, 19e siècle. Tout ça, c'est un continuum qui remonte vraiment au 11e, 12e siècle et qui a été rendu possible par le fait qu'il y a eu une si longue période
de prospérité économique, d'essor économique et de division politique stable en Europe de l'Ouest. Un autre sujet sur lequel vous revenez, c'est sur la colonisation. Donc il y a une idée assez répandue, mais sur laquelle vous vous opposez, qui est que l'Occident, la richesse de l'Occident viendrait de la colonisation. Et vous expliquez que vous, que pas du tout, parce que la richesse de l'Occident serait apparue colonisation ou pas colonisation. Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Oui, c'est un point très très important. La colonisation s'est produite, donc les pays européens ont commencé à conquérir et dominer des régions assez vastes dans les autres continents, mais c'était parce qu'ils étaient déjà plus avancés technologiquement, et ils ne sont pas devenus plus avancés parce qu'ils avaient conquis ces régions lointaines, et ils étaient déjà plus avancés et ils continuaient de progresser à grande vitesse grâce à la formule magique européenne, vraiment qu'on peut situer en Europe de l'Ouest. C'est difficile de dire ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Océanie et même en partie l'Asie, hein. Mais on peut dire sur la base de ma théorie que même si l'Europe avait été seule au monde, qu'il n'y avait pas eu les autres continents Hmm. à coloniser, elle aurait continué à s'enrichir et à progresser dans les sciences de par sa propre dynamique interne. Tout ce progrès scientifique et technique était dû principalement à sa dynamique interne. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment les richesses gagnées grâce à la mise en place d'une économie qui rapportait à l'Europe dans les colonies a quand même servi à enrichir l'Europe aussi. On est d'accord, ça a quand même apporté un peu plus d'eau au moulin de la formule magique européenne, mais la formule magique européenne était déjà là. Elle aurait de toute façon continué à tourner. Plus elle pouvait tourner avec une économie à grande échelle, mieux elle marchait, bien sûr, mais elle marchait de toute façon déjà Voilà. en mode purement autonome, uniquement localisé en Europe de l'Ouest. Et ça n'a pas été du tout, la colonisation n'a pas du tout été l'élément décisif. Ça a juste un petit peu amplifié le mouvement général de développement économique. Et d'ailleurs, ce phénomène de colonisation, vous l'observez dans tous les cas de civilisations qui ont commencé à avoir du succès, à avancer beaucoup plus vite que les voisins. Vous observez que c'était pareil chez les Chinois, au 11e, 12e, 13e siècle, quand la Chine était beaucoup plus avancée grâce à sa division politique stable et à son économie qui avançait. Elle a commencé à transformer les pays voisins en Asie en producteurs de matières premières pour alimenter son industrie, c'est-à-dire un phénomène de colonisation économique. Donc ce phénomène de colonisation se produit inévitablement, même si on peut le regretter pour des raisons morales Bien tout sûr. à fait compréhensibles, mais il se produit chaque fois qu'une région devient vraiment plus avancée, plus dynamique et techniquement plus puissante et plus avancée que les voisines, que les régions voisines, elle se met à utiliser son avantage pour C'est une... gagner de la puissance sur les voisins, ce qui n'est pas bien moralement, mais ça se passe partout et tout le temps. ouais, la colonisation est en fait une conséquence de cet écart Oui, technologique plutôt qu'une cause de cet écart tout technologique. à fait, Ouais, absolument. d'accord, très clair. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était euh, les facteurs non géographiques et non économique. Votre livre est basé sur je rappelle la théorie, donc une division stable d'États en concurrence et prospère qui permet de développer la science et derrière faire arriver à la révolution industrielle. Euh, il y a d'autres facteurs que vous examinez, c'est les facteurs culturels, religieux, qui sont aussi importants. Je pense en particulier à un livre qui s'appelle Weird de Joseph Heinrich, qui est un anthropologue à Harvard, qui explique que une des causes du développement occidental, c'est le christianisme, parce que le christianisme et l'Église a, en interdisant par exemple le mariage entre cousins et en détruisant l'esprit clanique, l'esprit clanique qui est l'esprit de base souvent de l'homme, a permis aux Européens de construire des collectifs non claniques, des entreprises, des universités. Et donc pour lui, euh, le, le christianisme est aussi une des causes de l'essor de l'Occident, et en tout cas sa mentalité et certaines politiques de l'Église.
Qu'est-ce que vous pensez de cet apport qui vient compléter aussi une partie de votre géographie, de votre théorie qui est plutôt géographique avant tout? Oui, oui, cette argumentation, hein, dont je regroupe les différents sous-ensembles, hein, sous le nom d'hypothèses religieuses, d'hypothèses chrétiennes, hein. Cette argumentation est bien connue, hein, elle était défendue pendant plusieurs centaines d'années. Moi, je le dis d'ailleurs dans le livre, hein, que le christianisme est une très bonne religion, pleine de mérites et pleine de qualités, mais on ne doit pas mélanger les sujets. Elle n'est pas, on ne peut pas l'utiliser pour dire que c'est grâce à elle que l'Europe de l'Ouest a fait tellement de progrès. Déjà, on peut voir empiriquement que cette loi ne marche pas, hein, contrairement à celle que j'ai développée, puisque vous avez des régions chrétiennes qui sont restées sous-développées et pauvres, hein, typiquement l'Europe de l'Est comparée à l'Europe de l'Ouest, ainsi que des régions qui ont été christianisées, hein, depuis ces derniers siècles. Là, par exemple, l'Amérique latine, hein, qui n'est pas devenue une Europe de l'Ouest, scientifiquement parlant, qui a plein de qualités, mais donc le christianisme a beaucoup de qualités, hein, de l'aide aux malades, aux pauvres, etc. Sans parler de la merveilleuse architecture des cathédrales, des monastères. Enfin, il y a énormément de qualités dans le christianisme, mais il faut juste garder, il ne faut pas mélanger les problématiques. On ne peut pas dire que le christianisme soit derrière le progrès scientifique, puisque d'abord, dans certaines régions, il n'y a aucun progrès scientifique alors que c'est chrétien et depuis des siècles. Vous avez aussi en Europe de l'Ouest, vous avez très clairement pendant un millier d'années, hein, à partir du moment où l'Europe de l'Ouest est devenue chrétienne, elle était dans l'obscurantisme le plus sombre, le plus profond, hein, pendant beaucoup de siècles, hein, pendant tout le premier millénaire. C'est trop long pour qu'on puisse dire que le christianisme aurait suffi à faire démarrer la science, hein, c'est beaucoup trop long. À l'inverse, des gens avant l'époque chrétienne, hein, bien entendu, je pense aux Grecs, hein, de l'époque du miracle grec, qui n'étaient pas du tout encore chrétiens, puisque le christianisme n'existait pas, ont pu faire leurs miracles scientifiques et techniques, et finalement culturels, selon exactement les mêmes lois que l'Europe occidentale plus tard, mais à plus petite échelle. Les Grecs ont fait leurs miracles bien avant le christianisme, et et quand ils sont devenus chrétiens avec l'Empire byzantin, eh ben, ils sont devenus une société complètement fermée, stagnante, conservatrice. Donc on peut vraiment pas dire dans le cas des Grecs que la christianisation les aurait mis sur la voie du progrès scientifique. Au contraire, elle a coïncidé avec la période de stagnation intellectuelle du monde grec. Donc empiriquement, ça ne marche pas. Quand vous observez vraiment les périodes et les pays, est-ce que la christianisation est correcte? Bon, elle devrait normalement coïncider avec de grands progrès scientifiques si cette argumentation religieuse était fondée. Et puis ensuite, vous avez au niveau de la logique des arguments, vous pouvez montrer que c'est un peu discutable dans le sens que, par exemple, la religion rationnelle, hein, le christianisme est certainement une religion plus rationnelle que bien d'autres aujourd'hui, mais vous pouvez montrer historiquement qu'elle est devenue de plus en plus rationnelle au fur et à mesure que les Européens de l'Ouest, hein, devenaient plus rationnels, plus quantitatifs, plus scientifiques dans leur esprit général. Donc c'est clairement une évolution qui était le résultat de l'avance de l'Europe en direction de plus de sciences, plus de quantitatif, et non l'inverse. Sans compter que même les jésuites, hein, qui ont ouvert des observatoires, qui ont encouragé l'étude de l'astronomie pour leurs prêtres, même eux, si on veut bien, ils ont quand même assez peu fait de vraies recherches. Ils enseignaient l'astronomie dans un sens que c'était un savoir fermé et définitif, comme tout le reste de la religion qu'il faut enseigner aux novices, hein, dans le clergé. Mais cette approche comme quoi ce n'est que le début, il faut continuer à chercher, on va découvrir des nouvelles choses. Par la force des choses, dans le clergé, quand vous vous appuyez sur un livre sacré qui est censé être complet et terminé, vous n'avez pas cette approche comme quoi en fait on sait encore rien, il faut tout découvrir et il faut le découvrir nous-mêmes. Les humains doivent découvrir de quoi est fait le monde, comment il tourne. Cette approche, elle est par la nature des choses, pas du tout celle
que vous avez, que vous devez avoir quand vous apprenez un livre sacré et les autres livres écrits sur ce livre sacré. C'est pas du tout la même approche non plus. Mais encore une fois, le christianisme n'a pas besoin d'être le moteur de la science pour avoir une grande valeur, hein. Il faut simplement rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est très bien dit. Pour défendre l'auteur que j'ai cité, enfin, il dit pas que c'est la condition enfin, il dit que c'est une des le christianisme a permis de favoriser dans certains points l'essor des sciences, mais voilà, c'est pas la condition unique pour cet essor. Mais oui, je comprends votre raisonnement. D'autres auteurs expliquent aussi qu'il ne faut pas non plus rejeter la culture dans le sens où c'est ce qui a permis aussi le décollage euh, européen au XVe, au XVIe siècle. C'est aussi l'ensemble de l'héritage, donc l'héritage grec, dont bien sûr l'héritage grec a été repris par d'autres civilisations, mais c'est l'Europe qui s'est le plus approprié et qui aujourd'hui aussi le voit comme la matrice de sa civilisation, l'héritage romain et l'héritage chrétien. Cet ensemble d'héritages avec voilà, l'esprit scientifique des Grecs, les avancées juridiques des Romains et une certaine vision de l'homme très spéciale au christianisme, qui est voilà, une égalité entre les hommes, quelque chose qui ne va pas de soi dans le monde. Euh, ces caractéristiques, hein, ces couches successives de la mentalité occidentale ont favorisé, dans certains cas, l'essor scientifique. Parce que esprit scientifique, hein, esprit juridique, et chaque homme a de la valeur par lui-même. Et je trouve que ça complète votre théorie qui est basée sur la géographie en particulier. Oui, moi je m'intéresse toujours à la science et la technique, hein. C'est l'objet de mon livre et de ma théorie, mais la culture est très importante aussi, hein. Comme vous dites, hein, nous vivons dans une culture aux très fortes racines grecques, romaines et chrétiennes. C'est absolument clair. Il s'agit pas du tout de les balayer, pas du tout. Les Romains nous ont donné beaucoup de choses, hein, le droit, comme vous dites, des notions comme, enfin, les Grecs aussi, la citoyenneté et les Romains, etc. Il est hors de question de, de considérer tout cet héritage culturel comme sans valeur. Au contraire, il a une grande valeur. Moi, je me suis juste efforcé de trouver quels étaient les éléments justement qui Mm. faisaient qu'il y avait du progrès scientifique ou bien pas. Mais il y a beaucoup d'autres dimensions dans la vie et dans la société qui comptent, notamment la culture qu'il faut soigner, l'héritage grec, romain et chrétien qu'il faut soigner. Mais force est de reconnaître, hein, si vous considérez qu'il y a parfois des phases de progrès scientifique dans l'hindouisme chez les Indiens, Bien sûr. et qu'il y a des phases de progrès scientifique dans le monde chinois avec des bouddhistes, taoïstes, confucianistes, suivant les époques, force est de reconnaître que le christianisme n'est pas une condition nécessaire Mm. et ni même indispensable, ou bien des phases de progrès chez les Sumériens, hein, des grands progrès scientifiques à une époque. On avait une religion, la religion des planètes, hein, une religion très très primitive, ou en Amérique centrale, précolombienne, hein. Donc si vous êtes vraiment intéressé à comprendre les raisons du progrès techno-scientifique, alors il faut chercher ailleurs, ce qui n'empêche pas de beaucoup aimer nos monastères, nos cathédrales, nos temples grecs, etc., notre magnifique architecture de la Renaissance inspirée de l'architecture grecque et romaine, qui sont d'une immense valeur, qui sont précieux, qu'il faut soigner, hein, et qui nous inspirent encore aujourd'hui. La philosophie grecque, le théâtre grec, et même les réflexions des savants grecs nous profitent encore aujourd'hui, hein. Mm. C'est d'une richesse extraordinaire. Il faut cultiver, il faut en apprendre davantage, il faut développer notre connaissance de l'histoire, renforcer les fouilles. En Grèce, les 9 dixièmes n'ont pas encore été fouillés Ouais. de tout ce qu'on pourrait fouiller. Il faut absolument soigner ce patrimoine, il faut le connaître mieux, l'enseigner dans les écoles. Aucun doute, absolument aucun doute. J'aime bien l'expression, il faut reconquérir notre histoire, Oui. réapprendre notre histoire. Il y a un chapitre que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est sur le lien entre la guerre
et le progrès scientifique. Et vous montrez que voilà, justement, le système d'État stable en compétition, donc la compétition, ça veut dire souvent la guerre entre États. La guerre a favorisé les sciences. Et pour reprendre vous prenez des exemples aussi plus récents comme Internet, l'invention d'Internet, ou même la course spatiale entre l'URSS et les États-Unis dans les années 60. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce lien entre guerre et développement de la science? C'est un point évidemment essentiel, hein. Ça concerne le deuxième faisceau de facteurs, hein, politique, la rivalité entre États. Le fait est, hein, même si on préférait vivre dans un monde qui soit bien différent, mais le fait est, il faut se rendre à l'évidence que la guerre a beaucoup servi, hein, au progrès technique et scientifique. Pourquoi? Parce que des gouvernements qui sont soit confrontés à un ennemi menaçant, soit dans une guerre déjà, se jettent avec une passion véritable et sincère, hein, sur toutes les innovations techniques Mm. qui pourraient leur apporter un avantage dans le conflit en cours. Et ces innovations, plus tard, peuvent servir à beaucoup d'autres applications tout à fait pacifiques et extraordinaires. Nous sommes tous très contents d'avoir des jumelles et des télescopes, hein. Qu'est-ce que c'est utile, hein, les télescopes pour l'astronomie? Mais à l'origine, c'est une invention qui était nourrie et alimentée par les flottes hollandaises et espagnoles qui voulaient voir un peu plus tôt quel était le drapeau du bateau qui approchait. Et donc, ils se sont jetés sur une innovation d'un artisan hollandais, hein, au début du XVIIe. Et donc, c'est grâce aux armées hollandaises et espagnoles, et ensuite toutes les armées européennes, que le télescope, le futur télescope, a connu une belle carrière, et que des gens ont commencé à se dire, tiens, mais si on l'utilisait pour regarder les étoiles, les planètes. Mm. Et ça a permis une avancée extraordinaire, bien sûr. Donc, vous avez, au moment où il y a un intérêt militaire, tous les budgets s'ouvrent, alors que si vous dites que vous voulez observer les étoiles, parce que vous aimeriez savoir si la Lune a des cratères, ou bien parce qu'il y a du relief sur la Lune, on ne vous donnera pas de budget. Mais si vous permettez de gagner la guerre, alors tous les budgets s'ouvrent, tous presque sans limite. Un exemple particulièrement amusant, c'était l'observation des baleines, des mouvements, des migrations des baleines dans l'océan Pacifique, que les biologistes américains ont pu faire grâce aux radars qui avaient été posés au fond des océans pour épier les mouvements des sous-marins soviétiques. D'accord. Ça a coûté des dizaines de milliards, ce joli projet de sonar posé au fond des océans. Si les biologistes américains étaient venus en demandant pour observer les baleines 30 ou 40 milliards de budget, on leur aurait dit que, ma foi, il n'y avait pas les moyens, c'était bien dommage. Mais du moment qu'il s'agissait de voir arriver les sous-marins nucléaires soviétiques, alors tous les budgets étaient ouverts. Et comme un sous-marin et une baleine ont à peu près la même taille, hein, on les détecte tout aussi bien l'un que l'autre. Donc ça a permis de grandes avancées dans notre compréhension des baleines. C'est toujours comme ça. Vous avez les seigneurs de la guerre qui disposent de tous les budgets, et qui donc, si vous avez une innovation technique à proposer, et qu'elle peut leur être utile, alors se précipiter, vous permet de développer votre nouvel engin, les avions, les télescopes, les sonars sous-marins, tout ce que vous voulez. Et en particulier, comme vous avez cité, l'Internet. On l'ignore, hein, mais l'Internet, c'est un produit de la guerre froide, développé par les généraux américains qui voulaient s'assurer que la communication avec les antennes radars qu'ils avaient construites dans les îles du nord du Canada et au Groenland, Mm. chose amusante dans notre époque actuelle, ils avaient construit des stations radars au Groenland et dans les îles du nord du Canada pour voir arriver les missiles russes. Et ils avaient peur que les communications avec ces radars soient coupées. Il fallait donc développer un cheminement multiple possible pour que, au cas où un cheminement était coupé par une bombe, l'information puisse passer par un autre cheminement. Donc un système d'auto-gestion de l'information par elle-même, d'un nœud à l'autre de ce réseau qu'ils ont mis sur pied, ainsi qu'un découpage de l'information en petits morceaux pour qu'une coupure ne perde pas tout le message, mais juste un petit morceau. Ce genre de réflexions sont à la base de ce qui est maintenant l'Internet, hein. Et donc les généraux américains ont développé ça à grands moyens, on ne se rend pas compte, c'était des milliards de coûts de développement. Et plus tard, les physiciens se sont amusés à s'envoyer des petits messages par ce réseau de auto-adaptateurs avec des nœuds flexibles. Et plus tard encore, des entreprises se sont dit, tiens, mais on pourrait faire passer des informations commerciales, et le langage HTML permettant d'avoir un visuel graphique, hein, qui soit transmis par ces réseaux.
et a donné naissance à notre toile actuelle, à notre web actuel. Mais à l'origine, dans les années 60 et 70, c'était un développement purement militaire qui a coûté très très cher et qui maintenant est une énorme plus pour Monsieur Tout le Monde dans la vie de tous les jours, hein. Et on peut presque plus imaginer comment était le monde avant Internet d'ailleurs. Mais il faut le dire, c'est amusant et c'est une très bonne démonstration de ma théorie. L'Internet n'existerait pas si nous n'avions pas eu plusieurs blocs stables en rivalité aiguë durant le XXe siècle. Donc là, concrètement, les États-Unis contre l'URSS. Concrètement, oui, oui, Ouais. oui. Donc deux blocs prospères avec une culture scientifique et en compétition. Donc avancée. Donc avancée technologique, exactement. Et d'ailleurs, cette avancée a été considérée comme impossible par les spécialistes de télécom de l'époque, hein. Ils pensaient qu'on ne pourrait pas faire ce que les généraux demandaient, mais les généraux ont insisté et versé suffisamment de milliards pour que ça se fasse. Donc là aussi, au bout d'un certain moment, quand on a des budgets suffisants, on finit par arriver même dans des objectifs qui paraissaient, même aux spécialistes de l'époque, comme impossibles. Donc c'est intéressant parce que le premier mini-réseau de 4 ordinateurs, de l'ancêtre de notre Internet, a commencé en 1969, la même année que le débarquement sur la Lune. À l'époque, tout le monde a fait attention au débarquement sur la Lune et personne n'a remarqué ce premier mini-réseau de 4 ordinateurs, ancêtre de l'Internet actuel, alors que finalement, ce réseau d'ordinateurs a donné beaucoup plus d'effets à l'échelle du monde entier que les voyages vers la Lune. Mais les deux peuvent être situés dans la même année, enfin leur année faste leur début, dans l'année 1969. Même si les voyages spatiaux sont un peu plus connus. L'histoire de l'Internet, c'est dommage, n'est pas du tout connue. Mais grâce à cette théorie, on peut tout à fait comprendre la logique. Elle s'explique magnifiquement. Et une question plus actuelle, c'est donc, on a bien compris qu'au 15e, 16e siècle, l'Europe a décollé parce que compétition entre États de taille équivalente. Aujourd'hui, les États, c'est des grands blocs civilisationnels. Je pense à l'Inde, la Chine, les États-Unis. Et l'Europe, dans tout ça, si elle veut s'inscrire dans la compétition scientifique mondiale, est-ce qu'elle doit justement continuer à être divisée en États qui sont à la fois concurrents, à la fois en coopération, ou est-ce qu'elle doit faire un gros bloc aussi pour être au niveau de la Chine ou des États-Unis, puisqu'à la fois à l'échelle européenne, à l'échelle des États, cette compétition peut permettre à chaque, par exemple sur le spatial, des petits lanceurs allemands, espagnols, français en compétition peuvent aider ce secteur. Mais si on doit se mesurer aux Chinois ou aux Américains, est-ce qu'il ne faut mieux pas tout regrouper et faire au niveau du bloc européen? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, pour parler toujours du progrès scientifique et technique, hein, il y a beaucoup d'autres aspects, hein, mais parlons déjà de cette spécialité-là. Il faut donc avoir idéalement un système avec 4 ou 5 puissances majeures de taille comparable, hein, et puis une ribambelle de plus petites puissances autour. C'était le cas typiquement de l'Europe vers 1800, hein. Vous aviez la France, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche, et une quantité de plus petites puissances autour. Et donc, vous pouvez décider, comme l'Allemagne a décidé en 1870, de former un plus grand bloc pour être tout à coup à égalité avec les plus grands pays de l'Europe de l'époque. Donc l'unification allemande, qui avant l'Allemagne Voilà. était composée de petits États, duchés et villes. Exactement. Donc, Bismarck a fusionné tout ça pour en faire. Pareil pour l'Italie en 1860, hein. Ouais. Vous pouvez décider de rester des petites principautés italiennes ou de former un grand bloc italien pour être en compétition avec les plus grandes puissances européennes. Et bien là, c'est pareil, dans le monde actuel. Vous pouvez décider de rester des plus petits États, comme la Suisse typiquement, hein, pays où j'habite et dont je suis citoyen.
Vous pouvez décider d'être un plus petit État, donc d'être un acteur mineur dans la grande compétition internationale. Et donc, ça demande d'avoir des spécialités. Vous ne pouvez plus être compétitif dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas fabriquer des avions ni des fusées lunaires hein, si vous êtes trop petit. Mais vous pouvez décider de vous mettre ensemble avec plusieurs autres entités pour former un bloc assez grand pour être à égalité avec les Chinois, les Indiens, les Américains dans la compétition. C'est une question vraiment de choix. Hein. Mm. Nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir et ensuite nous pouvons choisir quel genre de bloc nous voulons. Parce qu'il y a bloc et bloc, donc on peut décider quel type d'organisation on veut. Ça, moi, alors, ma théorie, j'arrive pas dans ce niveau de détail. Moi, je peux vraiment vous dire ce qui se passe à long terme. Mais maintenant, s'il faut qu'il y ait un parlement de 200 membres ou 250 membres, est-ce que le parlement doit avoir plus de Mm. pouvoir dans telle direction, dans celle-là? Est-ce qu'il doit siéger là ou là? Ça c'est des détails que les gens doivent régler. C'est pas du tout pertinent. Moi, j'ai une analyse qui est intéressante et donc qui vaut la peine que je vous en parle uniquement pour les phénomènes à long terme. Je D'accord. peux vous dire, si vous avez plusieurs blocs concurrents et prospères, vous aurez certainement du progrès scientifique, mais à long terme. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une découverte chaque minute ou chaque jour. C'est vraiment un phénomène statistiquement qui devient de plus en plus sûr, plus l'intervalle de temps est long. Mais après, quel genre précis d'organisation il faut pour l'Union européenne ou l'Europe de l'Ouest, hein, quel genre d'organisation, quels pays doivent en faire partie. En grande partie, c'est aux pays eux-mêmes de décider. Hein. Il y a le libre arbitre. Hein. Il y a aucun déterminisme. Hein. Je dois insister. On a parfois pensé que j'avais du déterminisme là-dedans. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez faire. Et même à l'intérieur d'un système existant, où il y a plusieurs puissances face à face, vous n'avez pas du tout la garantie que chacune de ces puissances va réussir grâce à la compétition. Pas du tout. Typiquement l'Espagne, hein, pendant l'époque classique de l'Europe, l'Espagne au XVIIe et au XVIIIe était vraiment un pays conservateur, figé, hein, qui n'a pas du tout favorisé la science, qui était justement pas très riche non plus, comme ce qui correspond bien, Ouais. ce qui confirme bien mon explication. Mais elle était quand même une partie du système d'État européen. Donc, le fait que vous ayez un système d'État ne prouve pas que chaque membre du système d'État va bien réussir. Hein. Il y en a dans un système d'État qui réussissent mieux que d'autres. Typiquement, l'Angleterre, au XVIIIe et au XIXe, a beaucoup mieux réussi que l'Espagne. Ça n'a pas besoin d'être permanent non plus. Après, il y a un autre pays qui prend le dessus, qui devient plus riche, plus puissant, parce qu'il a des meilleures trouvailles d'organisation ou dans sa recherche ou je ne sais pas quoi. Pareil maintenant à notre époque, hein, le système mondial actuel comprend comme très grand bloc les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Union européenne, on va dire. Il y a des blocs un peu plus petits avec le Japon, la Russie et deux, trois autres pays encore, mais on n'a pas la garantie que tous ces pays vont bien aller parce qu'ils sont membres d'un système d'État en Mm. compétition. Certains peuvent péricliter, devenir pauvres, prendre les mauvaises décisions. Hein. Le fait d'être membre d'un système d'État ne vous garantit pas en tant que bloc de bien vous développer. Par contre, ce que moi je dis, c'est que à long terme, sur l'ensemble du système, il y aura du progrès scientifique s'il y a au moins dans une partie du système Mm. de l'essor économique et si le système est stable en tant que groupe de puissances rivales. Un autre exemple de cette problématique, hein, que tout le monde ne réussit pas aussi bien, c'était la guerre froide. Malheureusement, pour le progrès scientifique, il y avait deux partenaires, dont un était faible et pauvre, la Russie communiste, et un partenaire qui était très riche et très puissant et qui se développait bien. Et malheureusement, il faut être deux pour une compétition, au moins deux. Et s'il y en a un qui périclite, qui s'affaiblit, comme c'était le cas à la fin de la Russie à cause de son système communiste et de son mauvais accès à la mer, eh bien, toute la course s'arrête. Hein. Il faut être au moins deux sprinteurs olympiques pour qu'il y ait une course. Si l'un des deux déclare forfait, c'est terminé, il n'y a plus de course. Hein. Donc, c'était le problème du système qu'il y a eu pendant la guerre froide. Il y avait juste deux membres dominants, c'était trop peu. Il faut idéalement en avoir quatre ou cinq. Et donc, nous avons au moins la chance. Hein. Dans notre époque actuelle, il y a beaucoup de choses dont on peut se plaindre, mais il y a en tout cas une chose où on peut se féliciter. C'est qu'on a justement quatre ou cinq grandes puissances, grands blocs et plusieurs blocs
un peu moins grands, mais quand même déjà de belle taille, hein. Donc on a 6 ou 7 acteurs déjà majeurs ou presque majeurs, ce qui est donc on peut jamais être sûr de rien non plus, mais qui est quand même une assez bonne garantie. On a quand même beaucoup de chances que la science continue et la technique continuent de progresser. Ce que nous observons d'ailleurs, hein. C'est facile pour moi de faire la prédiction puisqu'on voit déjà le résultat, hein, l'intelligence artificielle, les smartphones. Et il y a un développement très intéressant. On a parlé de course à l'espace qui a pas pu bien avancer comme elle aurait dû, un des deux blocs rivaux s'est affaibli et a fini ruiné, hein, la Russie. Maintenant, on a une nouvelle course à l'espace qui commence, hein, entre les États-Unis, la Chine et derrière, courant pour rattraper l'Inde. Et ça, alors ça augure très très bien de l'avenir de la course à l'espace, puisque cette fois, on a deux grandes puissances qui sont dynamiques économiquement, qui ont d'énormes ressources parce qu'elles sont de grande taille en population. Donc on peut prédire sans grand risque de se tromper que la course à l'espace va repartir, qu'on aura de nouveau des gens qui vont marcher sur la Lune et probablement même y séjourner, hein, pour des études scientifiques. Bien sûr, mais comme on a dit, le but sera entièrement pour les deux puissances, Ouais, les ouais. deux premières puissances concernées, donc États-Unis et Chine, de montrer qu'ils sont les meilleurs du monde, ou en tout cas qu'ils sont aussi bons que les meilleurs du monde, que l'autre qui est le meilleur du monde. Donc le but unique des deux puissances, c'est de montrer qu'il est le meilleur, selon la théorie que je défends, là, dans le secret de l'Occident. Même si après, il y aura un contre-coup naturellement bénéfique pour la société, parce que pour construire ces fusées, il faut mettre au point des technologies, faut faire travailler des ingénieurs, des techniciens, donc faire vivre une Ouais. multitude d'entreprises qui ensuite peuvent fournir leurs services pour beaucoup d'autres applications dans le reste de la société. Et puis une fois qu'on aura des chercheurs basés sur la Lune dans une dizaine d'années probablement, eh bien, ils pourront faire des observations, ils auront un meilleur site pour l'astronomie, ils auront beaucoup d'autres développements qu'ils pourront faire. La science avancera encore plus vite. Mais à la base, le but pour chacune de ces puissances, c'est en l'occurrence l'intérêt même pas militaire, hein, puisque la Lune présente assez peu d'intérêt militaire. Le but là, c'est la recherche du prestige, Mm. qui est aussi une composante très importante de la rivalité entre puissances stables. Chacun veut être le meilleur, ou en tout cas Et donc, être aussi bon que les meilleurs. et donc là, dans l'intérêt de la science, on a de la chance d'avoir donc les États-Unis et la Chine qui est plus solide que l'URSS Voilà. et qui pourra avoir les moyens de tenir la compétition des États-Unis plus longtemps, Ça, là où l'URSS s'est essoufflé. c'est essoufflé, n'en pouvait plus et a Ouais, dû déclarer forfait. ouais. La Chine a beaucoup plus de ressources, elle a une vraie économie dynamique, bien qu'elle soit formellement communiste, c'est très Mm. drôle, mais elle a une économie en vérité capitaliste, hein, de très bonne qualité, qui représente même de plus en plus un danger, hein, pour l'économie américaine, puisque elle est déjà devenue meilleure dans plusieurs domaines, notamment pour graver les circuits intégrés extrêmement miniaturisés, les smartphones et de la fabrication des smartphones, etc. Et donc, vous avez vraiment là deux partenaires qui sont enfin de taille, capables à partir de maintenant de se mener une course, une compétition vraiment qui pourra durer des décennies. Et donc, cette fois, les voyages vers la Lune devraient pouvoir continuer régulièrement, sans compter qu'il y a les petits frères, enfin les grandes puissances majeures, mais légèrement moins avancées actuellement, qui sont pas loin derrière, hein. Vous avez l'Inde, hein, qui a déjà dit qu'elle allait envoyer des cosmonautes en orbite autour de la Terre et ensuite sur la Lune, hein, pour rattraper la Chine. L'Europe de l'Ouest qui va forcément elle aussi se dire, mais nous aussi, on veut faire du voyage habité. Mais déjà, rien que États-Unis-Chine, rien qu'avec ce couple de grandes puissances rivales, on est déjà très très bien parti. On devrait pouvoir avoir des voyages habités dans l'espace qui cette fois vont durer longtemps, qui ne vont pas s'arrêter. Une question qui n'a rien à voir, mais qui m'intéresse. Vous avez dit que vous étiez citoyen suisse. Comment vous voyez la situation française depuis la Suisse, la situation française actuelle ou récente depuis la Suisse? Donc, la Suisse, on a un pays qui est prospère, stable, ce qui est presque le contraire de la France actuellement. Comment vous voyez la France depuis la Suisse, d'autant plus que vous êtes Suisse francophone?
Oui, en tant que Suisse, habitant en Suisse, ayant toujours vécu en Suisse, indépendamment de ma théorie du progrès scientifique, je peux vraiment témoigner, hein, je peux apporter un témoignage, je peux indirectement mesurer l'état de la France depuis la Suisse, sans parler que je peux quand même prendre connaissance des médias français, mais même sans prendre connaissance des médias français, je peux mesurer l'état de la France en restant en Suisse, rien qu'en observant le flux, l'afflux de citoyens français qui Mmh. fuient la France pour venir travailler en Suisse. Il y a des centaines de milliers de Français maintenant qui viennent travailler en Suisse tous les jours et qui résident dans les régions frontalières de la Suisse, mais il y en a aussi un nombre croissant qui viennent habiter en Suisse, ce qui fait que la population de la Suisse augmente à toute vitesse, de la Suisse romande principalement, hein. Les Français vont principalement en Suisse romande, mais comme le phénomène symétrique identique avec l'Allemagne se produit en Suisse allemande, la population de la Suisse augmente à toute vitesse, hein. Elle était à 6 millions il n'y a pas très longtemps, elle est déjà à 8, bientôt on sera à 9 millions. Les 10 millions sont pour tout de suite, très bientôt. Alors c'est clair que quand un pays, enfin deux pays, l'Allemagne aussi en ce moment, quand les citoyens d'un pays sont tellement, en tout cas un nombre important, on parle de centaines de milliers de personnes, sont suffisamment déprimés pour quitter leur pays, pour tenter leur chance ailleurs, c'est quand même un signe que la situation n'est pas bonne. Moi, je pourrais facilement dire que j'ai un autre avis, etc., vu depuis la Suisse, je pourrais, hein, mais ce serait un peu maladroit, puisque Mmh. les gens sur place connaissent quand même mieux leurs conditions et le cadre actuel du pays, hein. Donc, laissons parler les gens du pays. Le fait qu'ils doivent fuir en grand nombre, en plusieurs dizaines de milliers chaque année, c'est quand même l'indice que quelque chose ne va pas bien du tout en ce moment en France. Même si, et très égoïstement, pour l'économie suisse, c'est du pain béni, puisque on parle de gens qualifiés, qui ont fait toute leur formation en France, aux frais de la France, et qui arrivent avec armes et bagages, prêts à produire, prêts à être rentables, les forces vives du pays. C'est vraiment des gens qualifiés, valables. Euh, j'ai personnellement beaucoup travaillé avec des Français, des Allemands fraîchement arrivés. Même, j'ai eu l'occasion d'en recruter hein, pour les départements où je travaillais. Donc, c'est clairement un signe Ouais. que la situation n'est pas bonne en France. Il y a toute une série de facteurs et de paramètres qui font que la situation n'est pas bonne en France actuellement. Je pense pas qu'on aurait le temps de les couvrir. Il y a beaucoup de gens qui seront beaucoup plus qualifiés que moi pour les analyser, mais clairement, la situation est mauvaise. Ceci dit, je pense que c'est une mauvaise période, mais une mauvaise époque, mais que ce n'est pas la fin, que la France remontera la pente et qu'il y aura de nouveau des périodes où la France ira beaucoup mieux. Je pense vraiment que parce qu'il y a un peu une tendance parfois en France à voir tout en noir et à être un peu trop pessimiste parfois, hein. Je pense que des périodes plus heureuses vont suivre hein, et On que, l'espère. et que le pays a un très grand avenir. Non seulement que la France a un très grand passé, un passé extraordinaire, mais elle a un très grand avenir, si vous voulez mon avis. Vous avez, comme j'aime bien le dire, hein, vous avez des témoignages culturels extraordinaire en France. Vous pouvez remonter aux grottes de Chauvet en 35 000 ans en arrière avec les plus belles peintures du monde qui ont été retrouvées dans ce qui est aujourd'hui la France. Il y a 35 000 ans déjà, une proto-écriture qu'on a trouvée dans les grottes en France qui date de 20 000 ans, qui était la première écriture et de loin de l'humanité, qu'on n'a pas déchiffrée, mais on a retrouvé les mêmes signes dans Mmh. toutes les grottes. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un système codifié. Vous avez les monuments mégalithiques, les cathédrales, enfin tout le monde le sait, mais il faut le redire quand même. Une quantité d'autres éléments dans ce patrimoine culturel. Donc il y a un très grand passé, mais je pense aussi qu'il y a un très grand avenir. Et un dernier point, c'est une question traditionnelle. Est-ce que vous auriez un livre ou un film à conseiller, peut-être en lien ou pas d'ailleurs avec avec ce dont on vient de parler, aujourd'hui? Eh bien, un livre on a parlé brièvement de Monsieur Landes, qui a écrit des livres sur l'histoire économique du monde et tout particulièrement de l'Occident.
pour les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur l'industrie de horlogère et de la montre, assez typique de la Suisse, justement. On peut recommander un livre, en tout cas pour ceux qui savent l'anglais, hein. Ce livre n'est pas traduit en français. Le livre de David Landes sur les montres et leur rôle dans le développement du monde moderne. Clocks and the Making of the Modern World. Vous avez dans ce livre une extraordinaire enquête. Il est allé sur place dans les manufactures horlogères en Suisse et ailleurs. Et il a vraiment retracé toute l'histoire du développement de l'horlogerie et comment c'était fondamental pour permettre le passage à l'ère moderne, aussi bien le travail dans les manufactures que leur effet sur la société dans son ensemble, La mesure du temps. la mesure du temps, voilà, et toute la philosophie qui va avec, parce que le temps, c'est quelque chose de très très important, hein. C'est une bonne partie de notre relation au monde, hein, la maîtrise du temps, la compréhension du temps. Donc il a fait un travail vraiment remarquable d'analyse de l'industrie horlogère et donc de notre perception du temps. Merci, David Cosandé. Merci beaucoup Guillaume pour cette invitation.